Ok, très bien. Donc, une fois donc qu'on a trouvé le nombre d'itérations donc qu'il faut faire, ben, il ne reste plus qu'à appliquer, comme je le disais, la formule de Newton. Encore une fois, ici, la formule de Newton s'applique à une seule dimension, puisqu'on a affaire tout simplement à une seule fonction d'une inconnue pour laquelle donc on cherche le zéro. Donc, si on regarde l'ensemble du contenu de ce TD, donc on avait un exercice, 2, 3, 4 et 5 exercices. On a donc traité l'ensemble de ce TD-là. Et donc, si vous avez besoin de revenir sur certains points, ben, comme d'habitude, je vous mettrai le cours TD d'aujourd'hui sur le lien de la chaîne là, que vous connaissez maintenant, de la chaîne que j'ai montée pour vous, où je mets toutes les vidéos. Et vous avez bien sûr aussi la possibilité de m'envoyer un mail pour me dire, voilà, j'ai pas très bien compris tel et tel point. Est-ce qu'on peut faire une petite mise au point via une visioconférence pour clarifier certains points, et je vous fixe un rendez-vous et on peut faire ça sans problème. Voilà. Même le week-end, s'il y a quelque chose qui ne va pas, sauf peut-être, on va peut-être éviter le vendredi soir. On peut faire ça le samedi ou le dimanche si vous voulez faire une petite mise au point, sachant que de toute façon, on aura aussi l'occasion de faire des cours le samedi, puisque, comme vous l'avez bien compris, on a une moitié de promo le lundi, mardi, mercredi, l'autre moitié de promo jeudi, vendredi, samedi, et puis d'une semaine à une autre, ça alterne, avec parfois un groupe, enfin deux groupes qui peuvent suivre un cours sur la même partie de la semaine que les deux autres groupes, parce que parfois le planning n'est pas toujours évident à faire, étant donné que je dois aussi gérer des professeurs qui sont externes à l'école et qui n'ont pas les mêmes disponibilités que les profs qui sont en interne. Voilà. Alors, je voulais juste savoir, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous avons fait depuis 13 heures ensemble? Si c'est le cas, ben, je suis prêt à répondre à vos questions. Si ce n'est pas le cas, on va aborder un nouveau chapitre qui s'intitule Interpolation numérique. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ou est-ce que je peux commencer à aborder ce chapitre-là? Je vous écoute. Vous pouvez commencer le nouveau. Ok, très bien. Alors, on va donc à partir de maintenant aborder un nouveau chapitre qui s'appelle donc interpolation numérique et qui va donc constituer le chapitre 4 de ce module d'analyse numérique. Donc, interpolation numérique, déjà, on va bien sûr définir ce que c'est, et il faut bien savoir que c'est quelque chose de super important, parce que l'interpolation numérique, c'est quelque chose que l'on va retrouver dans beaucoup de sciences appliquées, où il s'agit de deviner, entre guillemets, la valeur d'une fonction
sur des points qu'on ne connaît pas. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire déjà une petite introduction. L'idée générale de l'interpolation numérique, c'est qu'au fait, j'ai une fonction. Voilà. Je connais une fonction qui passe par certains points. Voilà, donc je connais une fonction. Je connais les points par lesquels passe ma fonction. Hop. Sauf que je ne connais pas la valeur de ma fonction en certains points. D'accord? Donc, je connais la valeur de ma fonction sur les points rouges que vous avez ici. Voilà. Sur ces points-là, je connais ma fonction. Et sur tous les autres points, ben, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Sur tous ces points-là, je n'ai pas de relevé. Alors, imaginons que, par exemple, vous avez fait un relevé de température à un instant T1. Vous avez fait un relevé de température à un instant T2, un instant T3 et un instant T4. Voilà. Donc, à T1, vous dites, voilà, ben, j'ai mesuré, je ne sais pas, 10 degrés Celsius. À T2, j'ai mesuré 12. À T3, j'ai mesuré 11. À T4, j'ai mesuré 13. Voilà. Et puis, on vient vous voir et on vous dit, mais moi, j'aimerais bien savoir quelle était la température à l'instant, dans un instant qui se situe entre T3 et T4. Donc là, vous répondez, ben, j'ai pas fait de relevé. Oui, mais est-ce qu'on peut quand même avoir une estimation de la température sur ce point-là? Donc, qu'est-ce que vous allez répondre? Vous allez dire, bon, ben, je peux vous donner une estimation. Ce que je vais faire, c'est que je vais construire une fonction qui va passer par les points qu'on appelle les points expérimentaux, les points d'observation. Et puis, cette fonction-là, ben, je vais l'utiliser pour faire une estimation de ce que vaudrait la température à cet instant. D'accord? Est-ce que ce que je viens de vous raconter là à présent, ce que je viens de dire, c'est clair pour tout le monde? Ok. Donc maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet et déjà comprendre un peu à quoi va nous servir cette interpolation numérique. Donc faudrait déjà que je prenne le bon cours. Alors, il est où le bon cours? Voilà. Analyse numérique, chapitre 4, version 1. Voilà, interpolation numérique. Alors, interpolation numérique, voici le problème. Problème. Une fonction f de x n'est connue que par quelques-uns de ses points de colocation. Donc, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que je connais l'abscisse et l'ordonnée sur un point, je connais l'abscisse et l'ordonnée sur un autre point, etc., etc. Comment fait-on pour évaluer cette fonction f en un x donné proche des points de colocation? Donc, ça veut dire que je connais la valeur de ma fonction en certains points,
et j'aimerais bien savoir si, sur les points où je ne connais pas la valeur de ma fonction, je peux quand même faire une estimation. Exemple, j'ai mesuré la pression en fonction de la température dans une machine. Vous comprenez bien que je l'ai faite sur une certaine gamme de températures, moins 1, 2, 8, 12, 26. Voilà, j'ai mesuré la pression sur ces points-là de température en fonction de ces températures-là. Et bien entendu, quand je vais après vouloir utiliser cette expérimentation, ben, je ne vais pas forcément à chaque fois retrouver que les températures pour lesquelles j'ai mesuré une pression. Peut-être que je vais avoir affaire à une évaluation de la pression en fonction de certaines températures qui, elles, n'ont pas été expérimentées. Un autre exemple, je mesure le gain en décibels, par exemple, d'un filtre, en fonction, bien sûr, de la fréquence. Est-ce que ça vous parle? Quand je vous dis, voilà, j'ai un filtre, on va faire un petit dessin ici pour voir si vous comprenez un peu ce que je raconte. Voilà, j'ai un filtre. Hop. Donc, un filtre. Est-ce que quelqu'un, là, parmi vous, peut m'expliquer ce que c'est qu'un filtre en électronique? Ça permet de prendre une certaine intervalle de fréquence. Ça permet de Très bien. supprimer le bruit. Un filtre est un dispositif électronique qui a généralement une entrée et une sortie. On injecte ici une tension d'entrée et on récupère en sortie une tension de sortie. Voilà. Donc ça, si je prends le cas d'un filtre qu'on appelle un filtre passif, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire un filtre passif? Par rapport à un filtre actif. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un peu ce que c'est? Vous qui êtes des gens qui faisaient de l'électronique et de l'électrotechnique, dites-moi un peu, qui peut m'expliquer ça? C'est quoi la différence entre un filtre passif et un filtre actif? On a l'entrée qui vaut la sortie pour un filtre passif. Alors, dans un filtre passif, ça veut dire quoi qu'il est passif? Ça veut dire qu'en fait, il est constitué de composants électroniques qui sont des composants passifs, comme par exemple les résistances, les capas et les inductances, les selfs. Un filtre RLC, un filtre RL, un filtre LC, ce sont tout simplement des filtres passifs. Pourquoi ils sont passifs? Parce que tous les constituants ici sont des éléments qui ne nécessitent pas d'être alimentés électriquement. Une résistance est un élément passif, une capa est un élément passif, une self est un élément passif. Donc, si je fais un filtre avec ces éléments-là, ben, ça s'appelle un filtre passif qui va me délivrer une tension de sortie qui va être au mieux, je dis bien au mieux, égale à la tension d'entrée. Mais qui est généralement, en termes d'amplitude, on a VS qui est inférieur à VE, parce que le filtre, il est passif. Si par contre, j'utilise ce qu'on appelle un filtre actif, que je vais pouvoir fabriquer avec ce qu'on appelle des... ça commence par un amp. Est-ce que quelqu'un peut terminer ma phrase? Amplification. Une amplification. Des amplificateurs au
OP Multiplicateur linéaire. opérationnel. Opérationnel. Exactement. Donc, je peux effectivement construire aussi des filtres avec ce qu'on appelle des amplificateurs opérationnels. Voilà. Et là, je peux me retrouver avec des tensions de sortie qui vont être amplifiées par rapport à la tension d'entrée. Sauf que il va falloir alimenter ces amplificateurs opérationnels sous une tension généralement variant entre 5 à 15 volts et entre moins 5 à moins 15 volts. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai un filtre et qu'est-ce que je fais avec ce filtre? Je suis dans un laboratoire d'électronique et je vais faire des mesures. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais injecter un signal d'entrée à une fréquence égale à 2 kHz, 2000 Hz. Je vais mesurer mon signal de sortie et ensuite je vais faire un calcul. Je vais faire VS au carré divisé par VE au carré et je vais prendre le log en base 10 de ce rapport-là multiplié par 10 et je vais donc obtenir ce que l'on appelle le gain en dB, en décibels. Voilà. Donc je fais en fin de compte, on n'est pas en train de faire un cours d'électronique, on est en train de faire un cours de maths numérique. Qu'est-ce que je fais en fin de compte? Ben, je fais une mesure. Je la fais à 2 kHz. Je fais une autre mesure à 4 kg. Je fais une mesure à 5. Je fais ensuite une mesure à 7 kHz, ici. Et voilà, j'ai 1, 2, 3, 4. Je fais 4 mesures, mais j'aimerais bien savoir, en fin de compte, à quelle fréquence est-ce que je vais avoir un gain, ici, un gain en décibels qui vaut moins 3 dB. Ben, à 0 dB, j'ai fait, à moins 1 dB, j'en ai fait une, à moins 2, j'en ai fait une, à moins 4, j'ai fait, voilà, j'ai observé moins 4 dB, mais j'aimerais bien savoir à quelle fréquence je vais obtenir un gain à moins 3 dB. Voilà, ce que j'ai mis ici en pointillé, en vert. La réponse est, expérimentalement, je ne peux pas le dire puisque j'ai pas fait, dans les mesures que j'ai faites, je n'ai pas un relevé qui m'indique le gain à moins 3 dB. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement construire une courbe qui passe par ces points-là. Et je vais donc utiliser l'équation de cette courbe pour faire une estimation de la fréquence à moins 3 dB. D'accord? Ben, c'est très classique. C'est ce qu'on appelle faire une interpolation entre les points que l'on connaît pour pouvoir deviner les points que l'on ne connaît pas. D'accord? Vous êtes d'accord là, comment on a posé le problème? Donc la réponse en amplitude d'un fil passe haut a été mesurée à quelques fréquences différentes. Et on aimerait bien pouvoir faire une estimation de la fréquence lorsqu'on a un gain à moins 3 dB. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour solutionner ce problème qu'on se pose? On va utiliser ce qu'on appelle une interpolation polynomiale.
interpolation polynomiale. Ça veut dire quoi une interpolation polynomiale? Ça veut dire qu'au fait, je vais construire, je dispose d'un certain nombre de points. Voilà, j'ai un certain nombre de points ici. Je vais pouvoir construire une courbe qui passe par ces points-là. Voilà, je vais construire une courbe qui passe par ces points-là. Voilà. Et cette courbe-là que je vais construire, son équation est un polynôme, c'est-à-dire que je vais construire ce que l'on appelle une courbe polynomiale. Polynomiale. Voilà. Alors maintenant, je vous pose la question. Alors, imaginons que j'ai donc 2 points. Voilà, imaginons que j'ai que 2 points. Est-ce que si j'ai que 2 points, quelle courbe je peux faire passer par 2 points? Droite. Et qui a l'équation d'un polynôme? C'est quoi? Droite, monsieur. Une droite. Exactement. Je vais tout simplement, si j'ai 2 points, ben je vais faire passer une droite. Donc cette droite-là, c'est quoi son équation? C'est y égale, allez-y. AX plus B. Voilà. Je vais donc avoir tout simplement une droite qui aura pour équation AX plus B. Est-ce que AX plus B est un polynôme? Ouais, c'est un polynôme de degré 1. Oui, C'est un polynôme de quel degré? degré 1. Degré 1, monsieur. De degré 1. Donc ça, effectivement, c'est un polynôme de degré 1. Et il passe par combien de points? 2. 2. Donc, de manière générale, on va dire que si j'ai 2 points, je vais pouvoir faire passer un polynôme de degré 1. Si j'ai 3 points, je vais pouvoir faire passer un polynôme de degré 2. Et de manière générale, si j'ai n plus 1 points, je vais pouvoir faire passer un polynôme de quel degré? De degré N. Exactement. Je vais pouvoir faire passer un polynôme de degré n. D'accord? C'est exactement ce que l'on va retrouver ici dans le cours. Une des solutions les plus simples consiste à faire passer par les points de colocation. Donc, quand je dis les points de colocation, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est les points que l'on connaît, c'est les points issus de la mesure. Donc, une des solutions les plus simples consiste à faire passer par les points de colocation xi, f de xi, un polynôme de degré k. Donc, P indice k, le k qui est ici, l'indice k là, signifie le degré du polynôme, qui sera donc égal à A0 plus A1x plus A2x au carré, plus etc. jusqu'à A indice k, x à la puissance k. D'accord? Tel que quoi? Quelle est la caractéristique en fin de compte de ce polynôme? Il est tel que P indice k en xi, il est égal à f de xi. Quel que soit i, égal à 1 jusqu'à n.
puis à évaluer ensuite ce polynôme en x. Si ce polynôme approxime bien la fonction f, on peut espérer que f de x n'est pas très très loin de p indice k de x. Donc, à partir de là, on va donc énoncer un théorème qui est la base de l'interpolation polynomiale. Et ce théorème, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si j'ai n plus 1 point, d'accord? N plus 1 point de colocation, d'abscisse x indice i et d'ordonnée f de xi, d'abscisse bien sûr différente, x indice i différent de x indice j, quel que soit i différent de j, on ne peut faire passer qu'un et un seul polynôme de degré n. Donc, en fin de compte, on a un théorème qui nous permet d'affirmer que si j'ai n plus 1 point, l'abscisse différente, bien sûr, ça veut dire que je n'ai pas deux points sur la même verticale, alors je vais pouvoir faire passer, donc ici par exemple j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7 points ici, ben je vais pouvoir faire passer un polynôme de degré 6. Voilà. J'ai 7 points, ça veut dire que ici j'ai une courbe polynomiale, d'accord, de degré 6, c'est-à-dire que je peux être capable d'écrire comme quoi là, ce polynôme-là, il est de degré 6 et il est bien sûr égal à somme, voilà, sur des coefficients AI, d'accord, x à la puissance i avec i allant de 0 jusqu'à 6. Ce théorème est très important parce qu'en fait, il me dit que je peux toujours trouver une courbe qui passe par les points et je peux toujours dire que cette courbe, je peux lui associer, à cette courbe-là, je peux lui associer un polynôme. Donc, si on regarde l'exemple là que vous avez sur le cours, vous avez des points de mesure, symbolisés ici par des petites croix. Donc, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je vais donc pouvoir trouver une courbe. Donc, j'ai 5 points. Ça veut dire que je vais pouvoir trouver un polynôme de degré 5 moins 1, de degré 4, qui passe par ces 4 points. C'est la courbe ici que vous avez en rouge. Donc, la courbe que vous avez en rouge passe par ces 4 points de mesure. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'unique courbe qui peut passer par ces points-là. Je peux trouver d'autres courbes, comme par exemple ici, je peux trouver un log de x qui passe par ces points-là. D'accord? Mais une chose est certaine, c'est que je peux toujours trouver un polynôme qui passe par des points de mesure. C'est ce qu'on appelle donc une interpolation polynomiale. Donc, on va regarder quelques petits exemples. Lorsque vous avez, bien entendu, lorsque vous avez 2 points de colocation, donc pour une fonction définie par 2 points de colocation uniquement, d'accord? Donc, ça veut dire que n plus 1 égale à 2, ça veut dire que je vais pouvoir construire un polynôme de degré 1. Donc, ce polynôme-là, je vais l'appeler P indice 1 de x, et il vaudra quoi? Il vaudra f de x0
x moins x1 divisé par x0 moins x1 plus f de x indice 1 que multiplie x moins x0 divisé par x1 moins x0. On vérifie que ce polynôme passe bien par les deux points de colocation. Comment j'arrive à le vérifier? C'est très simple. P pour x égale à x0, ben c'est égal à f de x0. Et P pour x égale à x1, c'est égal à f de x1. Donc, vous voyez bien que ici, quand je prends cette équation-là de ce polynôme, et que je remplace x par x0, ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir ici x0 moins x1 divisé par x0 moins x1, ça va me faire 1. Donc, il va me rester ici f de x0. Et ici, ça va être égal à 0, puisque x0 moins x0 donnera un 0 ici. Pareil, si je remplace x par x1, ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir x1 moins x0 divisé par x1 moins x0, ça va me donner ici un 1. Je vais donc me retrouver avec f de x1. Et ici, x1 moins x1, ben là, ça va me donner un 0. Donc, j'ai bien p indice 1 de x en x égale à x0 qui vaut f de x0 et p de x en x1 qui vaut f de x1. Pour une fonction définie par 3 points de colocation, donc cette fois-ci, je vais travailler avec x indice 0, x indice 1 et x indice 2. Voilà. Donc là, je vais aussi construire un polynôme qui passe par x indice 0, f de x indice 0, par ce point-là, x indice 1, f de x indice 1, et enfin x indice 2, f de x indice 2. Alors, comment est-ce que je vais construire ce polynôme? Ben, si je regarde bien, ce n'est pas très compliqué. Je vais utiliser autant de termes que j'ai de points. Combien j'ai de points ici? J'ai 1, 2, 3. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais utiliser 3 quantités. Et comment je vais construire ces quantités-là? Ben, je vais les construire avec une certaine logique. Je vais prendre le premier point, x indice 0. X indice 0, je vais le soustraire de x indice 1 et je vais le soustraire de x indice 2. Et je vais mettre ça au dénominateur. Je vais monter au numérateur, je vais remplacer le x indice 0 par x, le x indice 0 par x. Et je vais multiplier ce premier polynôme par f de x indice 0. Je vais ensuite construire un deuxième polynôme en travaillant cette fois-ci avec x indice 1. Donc, x indice 1 moins x0, x indice 1 moins x2. Et je vais remplacer ce x indice 1 par x au numérateur. Et je vais multiplier tout ça par f de x indice 1. Je vais faire pareil avec x indice 2. Je vais construire le dénominateur. Je vais faire x indice 2 moins x0, x indice 2 moins x1. Et je vais remplacer le x indice 2 par x au numérateur. Je vais bien sûr, après, multiplier toute cette quantité par f de, par f de x indice 2. Vous voyez bien que ici, ce polynôme-là, il passe forcément par ces 3 points. Pourquoi? Parce que si je remplace x par x0, dès que je vais remplacer x par x0, je vais obtenir ici une quantité de 1, tandis que ici, je vais obtenir 0 et 0. Et je vais donc obtenir p de x indice 0 qui est égal à f de x0.
Si je remplace x par x1, ben, qu'est-ce que je vais avoir? Si je remplace x par x1, je vais obtenir un 1 ici, tandis que ici, je vais obtenir un 0, et ici, je vais obtenir un 0. Et enfin, si je remplace x par x indice 2, je vais avoir ici un 1, puisque j'aurai x indice 2 moins x0 que multiplie x indice 2 moins x1, donc la même chose que le dénominateur, j'aurai un 1. Tandis que ici, x indice 2 moins x indice 2, hop, ça va partir en 0. Et ici, pareil, x indice 2 moins x indice 2, ça va aussi me donner un 0. Est-ce que vous avez tous bien compris cette construction? Un prof de prépa crierait sacrilège. Oui, alors je vais vous dire, moi, j'ai aucun souci avec les profs de prépa. Donc, s'il y en a un qui a un petit souci, vous lui donnez mon mail et je suis prêt à lui répondre. Alors, donc on y va. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est quoi N? N. J'ai compris ou j'ai pas compris? Est-ce que vous avez compris la construction polynomiale? Oui. 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 OK. Alors, si c'est oui, donc on va, vous allez me montrer que vous avez bien compris. Donc, dans ce cas-là, vous allez tous me faire, avant de continuer cette leçon, on va attaquer un premier exercice. Voilà. Donc, faites-moi tous l'exercice 1. Là. Déterminez le polynôme d'interpolation satisfaisant au tableau ci-dessous. Voilà. Je veux que vous me déterminiez tous l'équation du polynôme qui passe par ces 3 points. Abscisse 0, ordonnée moins 1, abscisse 2, ordonnée 2, abscisse 3, ordonnée 9. Voilà. Donc, déterminer le polynôme d'interpolation satisfaisant au tableau ci-dessous. Donc, ici, qu'est-ce que je veux? Je veux l'équation de mon polynôme qui passe par ces 3 points. Donc, vous allez déjà tous me répondre à la question. Ce polynôme-là, c'est P indice combien? Indice 3. Non, Indice 2, monsieur. 2. exactement. C'est un C'est N plus polynôme indice 2. Pourquoi? Parce que c'est N plus 1. Parce qu'il passe par 3 points. Et donc, il est de degré 2. Voilà. Donc, je veux que vous me trouviez tous maintenant ce polynôme, là. Hop. Et quelqu'un, le premier qui le trouve, m'envoie son équation via le chat ici, ou bien il présente son tableau. Allez-y. Donc, maintenant, je vous laisse travailler. Donc là, vous avez tous bien compris qu'on a 3 points. X, indice 0, virgule, Y, donc je l'appelle Y, hein, Y indice 0. Ensuite, le deuxième point,
c'est un x indice 1, virgule, y indice 1. Et enfin, le troisième point, c'est x indice 2, y indice. Voilà. Donc, je vais construire le polynôme qui passe par ces 3 points, et je vais les construire de manière complètement logique. Il n'y a rien à retenir par cœur. C'est qu'une question de la première. Alors, comment est-ce que je vais faire pour construire ce polynôme de manière complètement logique? Hop. Donc, je mets mon tableau ici. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais écrire? Donc je vais écrire P indice 2 de X ça va être égal à quoi? Donc, comme j'ai 3 points, ça veut dire que déjà je vais avoir ce qu'on appelle 3 polynômes de Lagrange. Donc je vais avoir un premier polynôme que va multiplier y indice 0 plus un deuxième polynôme qui lui va être multiplié par y indice 1 plus un troisième polynôme qui lui va être multiplié par y indice 2. Voilà. Qu'est-ce que maintenant, comment je vais maintenant construire chacun de ces polynômes-là? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai y indice 0. Ça veut dire que je vais me retrouver ici au dénominateur avec x indice 0 moins les autres points. Lesquels? Ben, x indice 0 moins x1. OK. Ensuite, x indice 0 moins x2. Ici, x indice 0 moins x2. Très bien. Qu'est-ce que je fais maintenant pour construire le numérateur? Ben, ce n'est pas compliqué. Je travaille pour l'instant avec l'indice 0. Donc ici, le x indice 0 devient x. Donc ici, je vais ouvrir une parenthèse, hop, et je vais avoir x moins x1. Je vais faire ma parenthèse. Ici, j'ai quoi? X indice 0, très bien, ben, il devient x. X moins quoi? Ben, moins x2. OK. Comment je construis maintenant le deuxième? Le deuxième, ça veut dire que je vais travailler avec l'indice 1. Donc, si je vais travailler avec l'indice 1, ça veut dire qu'au dénominateur, je vais avoir x indice 1 moins les autres. Donc, x indice 1 moins quoi? Ben, moins x indice 0. OK, j'ouvre de nouveau une parenthèse. X indice 1 moins quoi? Ben, moins x indice 2. Voilà. Et je vais avoir quoi au numérateur? Ben, je travaille avec l'indice 1. Tout ce qui est indice 1,
devient x. Donc ici, x moins x0 que multiplie x moins x2. Voilà, j'ai terminé avec ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le dernier ici. Ben, le dernier, c'est quoi? C'est l'indice 2. Donc, ça veut dire qu'au dénominateur, je vais prendre x indice 2. Et je vais lui soustraire, ben quoi? Le 2, ben je vais lui soustraire le 0. Je vais faire la parenthèse, j'ouvre la parenthèse, je reprends x indice 2. Hop. Et je vais lui soustraire quoi? Ben le 1. X indice 1. Et je vais faire la parenthèse. Comment je fais pour construire le numérateur? Ben, tout ce qui est x indice 2 devient x. Donc ici, x moins x0. Voilà. Et ici, x moins x1. Voilà. Voilà la construction logique de mon polynôme ici. Après, qu'est-ce que je vais faire? Ben après, je vais remplacer par les bonnes valeurs. Ici, donc dans ce premier exercice, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai y, x indice 0 qui vaut 0, et y indice 0 qui vaut moins 1. Y indice 0. J'ai x indice 1 qui vaut 2 et y indice 1 qui vaut 2. Et enfin, j'ai x indice 2 qui vaut 3 et y indice 2 qui vaut 9. Donc, ça veut dire que dans cette expression-là, je vais remplacer par les valeurs numériques de x0, x1, x2, y0, y1, y2, et je vais donc trouver mon polynôme que je vais bien sûr, ici, je vais faire quelques petits calculs pour donner mon polynôme sous sa forme la plus réduite. Ça veut dire quoi, sa forme la plus réduite? Ça veut dire sous la forme P2 de x égale à A indice 2 XO carré plus A indice 1 X plus A0. Voilà. Donc, si à l'examen, je vous pose un exercice comme ça et que vous ne trouvez pas les bons coefficients, une fois que vous avez fait tous vos calculs, c'est-à-dire que vous vous êtes trompé dans les calculs, ben vous aurez 0. Donc, pour cet exercice-là, je vous demande de le faire et de me dire ce que vous avez trouvé pour A2, A1 et A0. Alors, en sixième de x au carré, moins 13 en sixième de x au carré, ok, moins 13 sixième de x
moins 1. Moins 13 sixième de x moins 1. D'accord? Bon, on attend. Ça n'a pas l'air mauvais. On attend de voir ce que trouvent les autres camarades. Tout le monde a trouvé la même chose que Mathieu, Sofiane et Chéram? Oui, monsieur. Oui? Pareil. Ok, très bien. Ok. Si on regarde ici, en sixième de x carré, moins 13 sixième de x, moins 1. Voilà ce que vous devez tous trouver quand vous avez fait la détermination de votre polynôme. Donc, vous avez bien vu que c'était quelque chose de relativement simple, de même très très simple, de construire un polynôme qui passe par ces 3 points. Alors, bien entendu, quand on prend ces 3 points que j'ai représentés ici sur le graphe, tac, donc 1, 2 et 3, et que l'on trace tous les points, enfin, l'ensemble des points de cet intervalle-là, de 0, entre 0 et 3, on trace la courbe de ce polynôme, ben, bien sûr, on doit observer que la courbe ici polynomiale passe bien par ces 3 points de colocation. D'accord? Ça, c'est clair pour tout le monde? Ou est-ce que quelqu'un a des difficultés pour comprendre ça? Monsieur, Oui, où est-ce qu'on peut récupérer le TD? je vais tout vous envoyer après. Ok, merci. OK. Alors maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire comment je construirais un polynôme qui passe lui maintenant par 4 points? Donc un P4 de x en utilisant toujours la même notation, x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3. Donc déjà, combien de polynômes je vais devoir construire? Combien de polynômes qu'on appelle des polynômes de Lagrange? 3. Combien? 3. Non. P indice 4 de x. Ouais, 4. Non, 5. Exactement. Je vais devoir en construire, au fait, 5. Alors, imaginons qu'on travaille juste avec un polynôme. Donc, je vais faire une petite correction qui est, lui, de degré 3. Je vais devoir construire combien de... attendez, je vais refaire ça proprement. Quatre. Exactement. Donc, si j'ai ici un polynôme de degré 3, ça veut dire que je vais construire 4 polynômes de Lagrange. Un premier polynôme, plus un deuxième, plus un troisième, plus un quatrième. Alors,
Est-ce que quelqu'un peut me dicter le premier? Qu'est-ce que j'écris? Je vous écoute. Qu'est-ce que j'écris ici au dénominateur? x0 moins x1. Ok, donc je vais le faire. Ensuite, Fois x0 moins x2. Moins x2. exactement, x0 moins x2. Oui, Fois x0 moins x3. oui. Voilà. Ok, très bien. Et au numérateur? On X. remplace x0 par x. Exactement, je reprends la même chose et je remplace x indice 0 par x. Donc ici, je vais avoir x simplement moins x1, x moins x2, et x moins x3. Voilà. Et qu'est-ce qui me manque pour compléter ce premier polynôme de Lagrange? Qu'est-ce que je dois encore écrire? Fois y0. Exactement. Je dois rajouter ici y indice 0. Donc, je vais faire pareil ici, y indice 1, y indice 2, y indice 3. Et là, par exemple, si je voulais compléter, on ne va pas faire les deux du milieu, on va faire le dernier. Qui me dicte le dernier là? x3 moins x0. Exactement. Donc, je vais commencer effectivement avec x3 moins x0 Fois x3 moins x1. fois x3 moins x1. Fois x3 moins x2. Voilà, exactement. x3 moins x2. Et vous avez bien compris, je vais remplacer ici tous les x indice 3 par x pour compléter mon dénominateur. Et je ne vais pas oublier de mettre ici le y indice 3. Donc, vous voyez qu'avec cette logique de construction, j'aurai toujours un polynôme qui passera par les points x indice i, y indice i, qu'on appelle donc les points de colocation. Voilà, donc ça c'est bien. C'est ce qui va maintenant nous permettre de continuer le cours et bien comprendre la suite. Donc si on reprend maintenant le cours, hop, et on dézoome un petit peu, voilà. Donc pour une fonction définie par n plus un point de colocation, l'expression générale du polynôme de Lagrange de degré n s'écrit P indice n de x égale à une somme allant de 0 à n de f de x indice k que multiplie le polynôme de Lagrange indice k en x. Cette écriture-là, il faut bien la comprendre, car c'est en comprenant bien cette écriture que l'on va comprendre après la construction algorithmique. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est après de construire un algorithme à qui on donne les points de colocation et qui nous donne les points du polynôme qui passe par ces points de colocation. Vous avez tous bien vu que dans
dans cette formule-là, vous avez, il faut bien comprendre ce qu'elle veut dire. Donc ça veut dire que, si je l'écris ici, de manière un peu plus développée, ça veut dire que j'ai f de x indice 0, que j'appelle y indice 0, que multiplie le polynôme de Lagrange indice 0, et qui est donc un polynôme de degré, combien? Ben de degré n, auquel je vais rajouter un autre polynôme de Lagrange, pondéré cette fois-ci, lui, par y indice 1, et que je vais appeler L indice 1 de x. Voilà. Plus des petits points jusqu'au dernier, qui lui va être quoi? Qui lui va être y indice n, que multiplie le polynôme de Lagrange, L comme Lagrange, indice n en x. D'accord? Alors maintenant, quelle est l'expression générique du polynôme de Lagrange? Donc vous avez vu que, si on prend cet exemple qu'on a ici, quand j'ai le L indice 0 de x, ben ça veut dire que j'ai du x0 moins les autres. Quand j'ai L indice 1, ben j'ai x indice 1 moins les autres. Donc de manière générale, quand j'ai L indice k, ça veut dire que j'ai le x indice k moins les autres. Donc ça veut dire x indice k moins x0, x indice k moins x1. Et au moment où j'arrive à x indice k moins x indice k moins 1, et ensuite je saute et je passe à x indice k moins x indice k plus 1. Et je continue, x indice k moins x indice k plus 2, etc., jusqu'à x indice k moins x indice n. Et tous les x indice k que j'ai ici deviennent des x au numérateur. Donc, vous voyez que L indice quelque chose, ben ça veut dire que je vais avoir x indice quelque chose moins les autres. Et au numérateur, ce x indice quelque chose, il devient x. Donc voilà comment on peut écrire de manière générale le polynôme de Lagrange. Ça, c'est le polynôme de Lagrange. Et le polynôme d'interpolation, c'est une somme de polynômes de Lagrange pondérés par les ordonnées des points. Donc, cela nous amène à dire, voilà, on vérifie que le polynôme de Lagrange indice k en x satisfait toujours la condition. Alors, quelle condition? L indice k en x indice L. Vous voyez bien que L indice k en x indice L, ce polynôme-là, si L égale à k, on va avoir forcément cette quantité-là qui vaudra 1. Si L est différent de k, ben on aura 0. Est-ce que tout le monde comprend cette condition-là? L indice k en x indice L, ça vaut 0 si L est différent de k. Et enfin,
L indice K de X indice L, ça vaudra 1 si L égale à K. Donc, vous voyez bien que, par exemple, ici, ce polynôme-là que j'ai ici, de Lagrange, celui-ci, c'est un L combien? Qui peut me dire ce que c'est? L2 de L combien, ça, de X? 2. L indice quoi? Celui-là. 2. Exactement. Celui-là, c'est un L indice 2. Et celui-ci, c'est un L indice combien? 1. Exactement. Celui-ci, c'est un L indice 1. Voilà. Donc, vous voyez que le L indice 2 en X indice 2, ben, il vaut 1. Et que le L indice 2 en X indice 0, ben, il vaut 0. Et le L indice 2 en X indice 1, il vaut 0. C'est la condition que vous avez ici qui est respectée. C'est clair pour tout le monde, ça? Vous pouvez juste me dire, ça veut dire quoi le L, s'il vous plaît? Comment? Le L minuscule, il correspond à quoi, s'il vous plaît? Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. Le L minuscule, Oui. il correspond à quoi? Le L minuscule ici? Ouais. Ah, ok, c'est moi, je me fais. Celui-là, c'est un indice, d'accord, qui désigne l'abscisse d'un point de colocation. Si cet indice est égal à celui du polynôme de Lagrange, alors le polynôme de Lagrange vaut 1. Si cet indice est différent de celui du polynôme de Lagrange, alors le polynôme de Lagrange vaudra 0. Donc, si vous regardez ici, vous avez L indice 2. Vous voyez que ici, par exemple, L indice 2 de X indice 2. C'est-à-dire que si je remplace ce X là par X indice 2, vous voyez bien que le L indice 2 de X indice 2, tout ça, ça vaudra 1. Alors que le L indice 2 de X indice 0, lui, il vaudra 0. Et pareil pour le L indice 2 de X indice 1. Lui, il vaudra 0. Lui, il vaudra 0, tandis que lui vaudra 1. Lui, il vaudra 1, tandis que lui vaudra 0. Et lui aussi vaudra 0. C'est ce que vous avez ici, écrit tout simplement avec les lettres K et L. Merci. Donc ça, si vous avez bien compris qu'en fin de compte, quand je vais construire un polynôme d'interpolation, je vais me servir d'une somme de polynômes qu'on appelle des polynômes de Lagrange. D'accord? Si vous avez bien compris cette construction-là, ben, vous êtes normalement capable de pouvoir écrire l'algorithme. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va dire, voilà, est-ce qu'on est capable d'écrire une fonction à laquelle on va donner des points de colocation et cette fonction-là va nous donner l'ensemble des points qui appartiennent au polynôme qui passe par ces points de colocation. C'est ça en réalité, nous, ce qui nous intéresse en analyse numérique. C'est quel algorithme maintenant je vais écrire pour que, à la fonction, quand je lui donne, donc fin de compte, je vais avoir ma fonction, je vais lui communiquer des points de colocation et elle en sortie
va me communiquer tous les points de la courbe qui passent par ces points de colocation. Est-ce que vous vous sentez capable d'écrire une telle fonction? Je vous écoute. Dites-moi, quel est votre sentiment? Vous n'avez pas le micro? Qui c'est qui n'a pas le micro? On n'a pas le micro, monsieur. Le cours est compris. Moi. Mais vous m'entendez? Oui, ok, d'accord. Donc voilà, maintenant, ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire, c'est de réfléchir un petit peu à comment est-ce qu'on va faire maintenant pour construire l'algorithme qui va nous donner les points du polynôme d'interpolation. Alors, bien entendu, cette construction algorithmique, elle va toujours découler d'une construction issue des mathématiques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va aborder cette partie-là, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu et de se dire, voilà, comment je vais faire maintenant pour construire l'algorithme en langage MATLAB. Donc, si je veux construire l'algorithme en langage MATLAB, il faut d'abord que je dise d'où je pars. C'est pour ça qu'on dit, voilà, on suppose que les points x indice 0, x indice 1 jusqu'à x indice n sont donnés dans un tableau. Et que les valeurs de ces points sont données dans un autre tableau. Alors maintenant, avant de continuer à travailler sur cette construction algorithmique de l'interpolation polynomiale, on va faire un petit point sur les tableaux. Parce que ça, à mon avis, ça semble important. Sinon, tout le reste, vous n'allez pas le comprendre. Très bien. Donc maintenant, je pose une question. En langage C, donc je l'écris ici, en C, imaginons que j'ai un tableau. J'ai un tableau de... Combien j'ai de cases ici? 5, mais le premier indice est 0. Voilà, donc en langage C, merci. Indice 0, 1, 2, 3 et 4. Voilà, en langage C, ça, c'est un tab. Et quand je veux accéder au premier élément, je vais faire quoi en C? Je vais faire tab, combien? Entre parenthèses 0. Tab 0. Etc. jusqu'à tab 4. Ça, c'est très bien. Vous l'avez bien compris en C. En MATLAB, donc ça, je vais vous le dire. Je vais vous le dire là, mais je ne vais pas vous le répéter tout le temps, parce que là, vous allez bien ouvrir vos oreilles et vous allez enregistrer ça une fois pour toutes. En MATLAB, voilà, je l'écris ici, en MATLAB, les tableaux, donc je reprends le même tableau, là, 1, 2, 3, 4, 5, donc 1, 2, 3, 4 et 5, voilà. En MATLAB, les tableaux ne sont pas indexés à partir de 0, vous m'avez bien entendu. Ils ne sont pas indexés à partir de 0, ils sont indexés à partir de combien? De 1, monsieur, non? Voilà, de 1. Donc ça, c'est l'index 1.
l'index 2, l'index 3, l'index 4 et l'index 5. D'accord? C'est-à-dire qu'en MATLAB, si je veux le premier élément de mon tableau, je vais mettre table combien? 1. Voilà, table 1. Vous allez me dire, oui, mais ça va, il est en train d'en faire tout un patatrac. Je vous le dis parce que tout ce qui va suivre après, il faut bien comprendre que les indexations commencent en 1. Elles ne commencent pas en 0. Ça, si vous ne le comprenez pas, même s'il n'y a pas grand-chose à comprendre, vous allez avoir du mal à comprendre les algorithmes qui sont écrits en MATLAB. C'est pour ça que je vous dis de bien retenir qu'en MATLAB, le premier index, c'est 1. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand vous allez regarder le cours, là, j'ai un tableau grand X qui contient des points. Donc, ça part de X indice 0 jusqu'à X indice N. Ça veut dire qu'il contient combien de points? N plus 1. N plus 1. Donc, ça veut dire que je vais avoir en MATLAB un tableau dont le premier index vaut combien et dont le dernier vaut combien? Donc il fait x1 en premier, le dernier c'est xn plus 2. Pourquoi plus 2? Non, N plus 1 le dernier, non? J'ai combien de points en tout? N plus 1. Ok. Donc, ça veut dire que le premier index, ça sera C'est 1. 1. Et le dernier, N plus 1. 1 plus 1. Voilà. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, on suppose que les points x indice 0, x indice 1 et x indice n sont donnés dans un tableau. Et ce tableau, c'est quoi? Bien, c'est un tableau avec case numéro 1, case numéro 2, jusqu'à la case numéro n plus 1. Ça, c'est clair pour tout le monde? Oui. OK. Donc, ça, c'est clair pour tout le monde. On va faire pareil pour les ordonnées. Les ordonnées, on va les stocker dans un tableau Y. Index 1, index 2, jusqu'à l'index n plus 1. Et la première des choses que l'on va faire, on continuera ce cours, bien entendu, lundi. La première des choses que l'on va faire, c'est qu'on va construire la fonction qui va nous donner le polynôme de Lagrange. Et on va donc, par la suite, construire une deuxième fonction qui, elle, va nous donner l'interpolation polynomiale. Donc, la première des choses que l'on va faire, c'est qu'on va d'abord définir une fonction qu'on appelle la fonction Lagrange, qui, elle, va avoir comme construction celle que je suis en train d'entourer ici, c'est-à-dire, c'est une fonction qui va faire un produit au numérateur, un produit au dénominateur, et qui va nous restituer la division de ce numérateur divisé par ce dénominateur. Vous voyez bien qu'ici au numérateur, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un produit de x moins x index i avec l'index i ici qui va être différent de l'index du Lagrangien. Et pareil ici au dénominateur. Souvenez-vous que lorsque je fais L indice 2, ben c'est x2 moins x1, x2 moins x0. C'est ce que vous retrouvez ici. X de k moins xi. Tous les x de k moins xi, tous les xk deviennent x, c'est-à-dire la valeur sur laquelle je vais évaluer mon Lagrangien. Donc cette partie-là, je la reprendrai bien sûr lundi, et c'est à partir de ça qu'on va construire notre première fonction
qui est la fonction Lagrange. Et une fois qu'on a construit notre première fonction Lagrange, on va par la suite construire notre fonction qu'on appelle interpole Lagrange, qui est en fin de compte notre polynôme d'interpolation. Donc, lundi, je prendrai le temps de m'assurer que vous avez bien compris déjà comment on va construire Lagrange, comment on va construire l'interpolation de Lagrange, et en fin de compte, comment on va utiliser ces deux fonctions pour pouvoir construire des interpolations polynomiales. À moins que vous soyez impatient et que vous avez envie de travailler maintenant, et vous voulez qu'on continue ce cours jusqu'à 18h. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ah, faut s'en garder un peu pour lundi. On garde un peu pour lundi? Ok. Bon. Alors, on garde un peu pour lundi. Donc, je vous... vous avez un cours là maintenant? Vous avez quelque chose là après moi ou pas? Je dois payer les cams. Je travaille pour certains. Je taffe, moi. Ok, très bien. Alors, donc, écoutez, d'abord, je vous remercie pour votre participation et votre présence à mon cours. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Ce soir, je le mettrai ce soir, le cours. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous souhaite par la même occasion un bon week-end. Merci, monsieur. Bon courage. Bon week-end, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais. Au revoir.